Euh, Aujourd'hui, on accueille Gaëlle pour un live sur la prise de parole en public. Donc, merci Gaëlle de te rendre dispo et de nous animer ça. Ça va être cool. Cool. Je vais te laisser te présenter et nous en dire plus. Euh, Merci, merci Célisiane, c'est une super belle occasion. Je suis ravie de te retrouver, même si c'est en virtuel pour ce live. Donc en deux mots pour me présenter, je suis donc Gaëlle Roudot, je suis consultante, je travaille en freelance depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Avant, j'ai eu un passé dans la communication et les ressources humaines. Et puis, à côté de mon activité de consultante, je fais pas mal d'autres petites choses, notamment, je suis rédactrice pour un webzine qui s'appelle Entrepreneuse, que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas encore. Je fais un peu de facilitation graphique et je suis comédienne amateur depuis maintenant 8 ans dans une troupe de théâtre. Alors pourquoi je me suis mise au théâtre et pourquoi j'ai eu envie d'animer ce live aujourd'hui? Parce qu'en fait, il y a quelques années, il y a 8 ans exactement, en fait, mon DRH à l'époque m'a demandé de prendre la parole pour présenter notre référentiel de compétences managériales devant les 250 managers du groupe. C'était à la fois un exercice difficile parce que c'est un sujet très sensible, c'était une cible un petit peu exigeante, donc je voyais bien le challenge et j'ai eu l'occasion finalement de suivre une formation sur la prise de parole en public. Et en fait, c'est pas tant la première scène finalement qui m'a marquée que cette formation qui était animée par une comédienne qui était également metteur en scène amateur et qui nous a transmis des tas de tips super sympas qui m'ont donné envie de monter sur scène moi aussi et de me mettre au théâtre. Alors c'est ce que j'ai finalement envie d'essayer de vous transmettre au travers de ce live. 30 minutes, c'est très court, mais ce que je voudrais que vous compreniez bien, c'est quand on monte sur scène finalement, c'est pas juste un exercice de la tête, de se dire qu'est-ce que je vais raconter, comment je vais le raconter, avec quels mots, etc. C'est aussi quelque chose qui nous engage complètement au sens aussi du corps, physiquement, avec les besoins physiologiques de notre corps, notre posture, nos gestes, mais également avec notre cœur au sens de nos émotions, émotions comme la peur, le trac qu'on peut ressentir lorsqu'on prend la parole, mais aussi les émotions de plaisir, de joie que l'on peut ressentir et qui sont visibles pour le public. Vous savez sans doute toutes que quand on communique quelque chose, un message, que ce soit avec une personne ou avec un ensemble de personnes, en réalité, il n'y a que 7% de notre message qui est véhiculé par les mots qu'on emploie, par le verbal. Le paraverbal, c'est-à-dire la façon dont on dit les choses, le ton, le rythme, les silences, vont véhiculer 38% du message et les 55 autres pourcents vont être véhiculés par ce qu'on appelle le non-verbal, c'est-à-dire notre posture, nos gestes, mais aussi toutes les micro-expressions du visage qui transmettent toutes ces émotions. Alors comment est-ce qu'on fait pour bien se préparer? D'abord, la première chose pour moi, c'est vraiment se poser les questions très simples que les communicants connaissent bien, c'est-à-dire le CQQ, c'est occupé. C'est le petit acronyme de l'hexamètre de Quintilien, c'est-à-dire quoi, qui, quand, comment, où, combien, pourquoi. Et quand on commence par finalement structurer son message en se posant ces questions-là, on va se dire déjà de quoi je dois parler, quel est le thème pour lequel on m'a sollicité, le sujet, comment voilà, qu'est-ce que j'ai envie de dire. Surtout, on va se poser la question de quel est le public, quel est le niveau d'attente de ce public, est-ce qu'il connaît déjà mon sujet ou pas du tout, est-ce qu'il a des freins peut-être par rapport à ce sujet-là. Donc vraiment partir du besoin de son public. Se demander aussi pourquoi on fait cette prise de parole, qu'est-ce qu'on a comme objectif derrière. Est-ce que on veut seulement informer les personnes qu'on va avoir en face de soi? Est-ce qu'on doit les former? Est-ce qu'on doit les sensibiliser, les faire adhérer à un projet? On voit bien qu'on va peut-être pas mettre la même énergie et les mêmes choses dans son discours et dans son message. Et puis viennent des questions très pratico-pratique. Quand, c'est-à-dire dans combien de temps, quelle est la date à laquelle la prise de parole va avoir lieu? Si c'est dans 2 jours, moi ça m'est arrivé il y a pas longtemps, je vais avoir finalement très peu de temps pour préparer. Je vais peut-être pas pouvoir faire les mêmes choses ou dans les meilleures conditions que si j'ai un mois avant la date de ma prise de parole. Combien de temps va durer cette prise de parole? On voit bien qu'on fait pas les mêmes choses quand on a un pitch de 3 minutes, un live Facebook avec Célisiane de 20-25 minutes ou
une conférence d'une heure, donc on va peut-être adapter aussi la façon dont on va structurer son sujet. C'est aussi quelle est la configuration du lieu dans lequel on va prendre la parole. C'est important si on peut visiter le lieu avant, pouvoir prendre un petit peu la mesure de l'ambiance, regarder un peu comment finalement les choses vont se passer, l'espace dans lequel on va devoir évoluer. Est-ce qu'il va y avoir une scène? Est-ce qu'on va avoir accès à un pupitre? Est-ce qu'on va être en mode table ronde avec d'autres intervenants? Ou est-ce qu'on va être seul? Est-ce qu'on va pouvoir diffuser des slides? Ou peut-être pas du tout? Voilà, donc toutes ces questions un petit peu matérielles, l'idée c'est vraiment de les évacuer le plus tôt possible. C'est aussi le comment je vais m'habiller, qu'est-ce que je vais porter pour être à l'aise le jour J, bien dans mes baskets. Alors on va éviter les petites chaussures à talons super sexy qui vont vous torturer les pieds pendant 1 heure. On va éviter la robe trop serrée. On va plutôt prendre des vêtements dans lesquels on se sent bien et qui parlent aussi de soi, de qui on est, pour finalement, au travers de cette prise de parole, voilà, être, je dirais, le plus authentique possible. Une fois qu'on a finalement un petit peu répondu à ces questions-là, on va vraiment travailler sur le contenu de son intervention. Parce qu'on a finalement un double enjeu quand on prend la parole en public, qui est d'abord de réussir à capter l'attention du public, parce qu'il faut savoir que l'attention, elle baisse au bout de 10 minutes. C'est un petit peu comme si c'était les montagnes russes. On est finalement interpellé par un bruit à côté, quelqu'un qui tousse dans la salle, une notification par son téléphone, et on décroche. Donc on va avoir besoin de réussir à recapter régulièrement cette attention. Et l'autre enjeu, c'est celui de la mémorisation. Il faut savoir qu'une personne qui a écouté une conférence, quand vous l'interrogez le lendemain, 24 heures après, elle a retenu environ 10% de ce qui a été raconté. Donc, vous avez finalement cette espèce de double objectif à remplir. Alors, comment on fait pour à la fois capter l'attention et faciliter la mémorisation du public? Eh bien, on va travailler sur son contenu et en particulier, on va finalement apporter des anecdotes, des exemples concrets, jouer aussi avec l'humour, tout en essayant de rester évidemment le plus concis, mais finalement d'apporter toutes ces touches un petit peu, je dirais, humaines et qui parlent de vous. Hein. Si on vous a fait venir pour prendre la parole, c'est sans doute que vous avez quelque chose à raconter, vous avez une histoire. C'est ce qui va permettre de créer ce lien avec le public et de revenir chercher son attention régulièrement et par finalement l'activation de l'émotion chez le public, le fait de le faire rire, le fait de lui parler de vous, vous allez également améliorer sa mémorisation du contenu. Donc, on peut bien sûr s'appuyer sur un PowerPoint, il n'y a pas de problème avec ça, mais attention à avoir une idée par slide, attention à avoir des slides plutôt concises, parce que si les gens lisent, ils ne vous écoutent pas. Et puis, vous dire aussi qu'un PowerPoint, c'est environ 2 minutes pour une slide, ce qui permet très rapidement, quand on construit son contenu, d'avoir une idée du temps que l'on doit passer. Donc, on répète beaucoup. Idéalement, on répète à voix haute. Moi, je répète, par exemple, quand je circule en scooter, je répète, voilà, de façon un peu continue, mon texte à voix haute pour ne pas se laisser parasiter par des pensées annexes. On peut tout à fait avoir un petit document fiche mémo, un format idéalement A5 avec des mots-clés. On n'écrit pas son discours complet parce que le jour J, quand on a un trou, un blanc, une grande feuille avec un texte, c'est une feuille qui tremble et on n'arrive pas à lire son texte. Donc juste quelques mots-clés peuvent suffire à raccrocher l'idée. À partir du moment où on a répété suffisamment souvent, eh bien on est assez à l'aise. Et bien sûr, on chronomètre sa répétition pour être très au clair sur le temps que l'on va passer dans cette prise de parole et être sûr qu'on va tenir dans le délai qui nous est imparti. Ce que je conseille, c'est de quand même connaître par cœur son introduction, parce que c'est comme un peu une toupie. On vous lance avec l'introduction et vous allez ensuite pouvoir dérouler les choses de façon beaucoup plus fluide à partir du moment où cette première étape est lancée. Je termine avec la conclusion et je vois qu'il y a une petite question qui arrive. Sur la conclusion, moi, je vous invite aussi à la connaître par cœur pour être à l'aise, à avoir un petit mot de chute, quelque chose d'impactant. C'est comme si finalement on pouvait résumer votre propos en une phrase qu'on pourrait tweeter dans la foulée. Alors je t'écoute, Célisiane, je crois qu'il y a une petite question. Je reviens à l'écran. Ouais, je partage en fait une question qui est ressortie dans le live. Une question d'Amélie qui nous dit à chaque formation, je suis plutôt zen, mais dès que je prends la parole, les 5 premières minutes, je deviens rouge. Idem quand je parle à quelqu'un et que je dois parler de moi.
As-tu une astuce pour me transformer en tomate? Aurore qui confirme en disant que je suis preneuse de l'astuce pour le jeu de tomate. Bon, Voilà. alors, Qu'est-ce qu'on fait pour se déstresser? Alors c'est super parce que là c'est la transition parfaite avec la suite de ce que je voulais partager avec vous. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a finalement évacué les contraintes matérielles et qu'on est très au clair sur comment ça va se passer, qu'on a bien préparé le fond de son discours, qu'on l'a répété, etc. Et bien vient toute la partie de préparation plus on va dire corporelle et mentale. Donc là c'est comment on va à la fois se sentir bien dans son corps et puis gérer son trac en fait. Alors ça commence par des choses très simples, bien manger. Faire un bon repas avec des sucres lents pour être en forme le lendemain, un petit peu comme si vous prépariez une épreuve sportive. Ça, c'est important. Faire du sport pour se défouler parce que voilà, ça va faire du bien, ça va détendre et ça va détendre parce que ça va vous permettre de sécréter un petit neurotransmetteur qui s'appelle l'endorphine, qui est l'hormone du bonheur, du plaisir. Et lorsqu'on fait du sport et qu'on se défoule, donc on détend bien évidemment l'ensemble de son corps. En même temps, on s'oxygène, ce qui va être important aussi pour la concentration. Bien dormir. Donc, bien dormir, c'est se coucher tôt. Ça sert à rien de réviser vos slides jusqu'à 3 heures du matin. Au contraire, couchez-vous, essayez de chasser vos pensées parasites. Replongez-vous dans le live de Swazik d'il y a 15 jours, je crois, sur la confiance en soi. Beaucoup de trucs pratiques pour finalement réussir à avoir une pensée positive et chasser toutes ces pensées, 80 000 pensées, 80% de négatifs. Si vous arrivez avec tout ça, évidemment, vous allez être rouge tomate et vous allez être très mal. Alors, en fait, finalement, ce qu'il faut savoir, c'est que le trac, il trouve son essence dans l'émotion, une émotion toute simple qui est la peur. Hein, donc, c'est la peur du jugement, la peur du ridicule, la peur de mal faire. Et c'est pour ça que tout d'un coup, vous êtes rouge tomate. Alors, vous êtes rouge tomate. Moi, je tremble comme une feuille. Il y en a qui ont des suées. Voilà, on a tous une manifestation différente du trac. En fait, c'est parce que c'est un pic d'adrénaline, un autre neurotransmetteur qui va venir faire des choses très très simples et très physiques, accélérer votre rythme cardiaque, augmenter la pression artérielle, mais aussi dilater vos bronches. Pourquoi faire? Tout simplement parce que c'est un réflexe de notre cerveau reptilien de l'époque où on était des hommes préhistoriques et où il fallait fuir face au danger. Voilà. Allez là, évidemment, on va pas fuir. Et puis en face de nous, on a des gens tout à fait civilisés qui normalement nous jettent pas des tomates. Donc voilà. Donc comment est-ce qu'on va faire pour gérer ce trac effectivement et ne pas devenir rouge pivoine, etc. Alors j'ai envie de vous dire. Vous n'allez pas, ne pas en avoir du tout, c'est quasiment impossible. Il faut considérer que finalement ce pic d'adrénaline, c'est comme une sorte de boule d'énergie et l'idée c'est de réussir plutôt à la dompter et à vous sentir à l'aise avec pour venir avec cette énergie-là et cette force-là. Donc moi oui, vas-y, Je peux partager juste un petit truc par rapport à ce que tu viens de dire. Quand on a animé Chimins Business avec Marie-Josée et Fanny, on avait 200 participantes dans un amphi à Marseille. On était hyper stressés de le faire. Moi, j'adore prendre la parole en public. Hein. Je suis hyper excitée par ça, ça me drive. Et en fait, ce qu'on s'est fait, et vraiment, c'est ça qui nous a donné toute cette énergie, cette boule d'énergie. On est partis dans les toilettes toutes les trois. On avait les 200 personnes qui étaient dans la salle, installées en train de nous attendre. On est tous les trois partis dans les toilettes et on s'est mis à hurler, à crier et à s'encourager en disant what. Donc voilà. Et en fait, on est sorti de là, on était dans une énergie dingue et on n'avait plus de stress. On était vraiment plutôt dans une énergie hyper positive. Quoi. Ouais, absolument. Nous, avec ma troupe, on fait toujours juste avant d'ouvrir les portes au public, on se met sur scène et on pousse un énorme cri de guerre. Et voilà, à la fois, il y a un côté très fédérateur parce que c'est une aventure collective aussi, bien sûr. Ça permet de se défouler tout de suite et de se mettre dans cette énergie hyper positive. Ce que je vous conseille aussi, moi, je l'ai fait juste avant là notre live. C'était un conseil de l'animatrice de la formation que j'avais suivie à l'époque, c'est d'écouter une musique qui vous donne la pêche, mais un truc, mais genre la musique que vous kiffez, que vous adorez, ou que vous allez arriver avec ce rythme-là, cette énergie-là. Donc moi, j'écoute Heavy Cross de Gossip, hein, c'est mon petit kiff à moi. C'est mes 3 minutes juste avant de monter sur scène qui vont charger la machine en énergie, en rythme, et qui vont faire arriver avec la banane, j'ai envie de dire, avec le sourire pour monter sur scène. Donc voilà. Après, bien évidemment, il y a tous les exercices qui vont
être autour de notamment la respiration. Donc vous savez qu'on a tendance en fait quand on respire à utiliser uniquement cette partie du corps. Donc finalement à peine 50% de notre capacité pulmonaire, avec une respiration qui est un petit peu courte, souvent saccadée, et qui fait qu'on s'essouffle. Et notamment quand on prend la parole en public, on a tendance du coup à vouloir parler vite, ce qui est mon cas, hein, vous l'aurez peut-être remarqué aussi. Mais du coup, l'idée c'est d'essayer de réapprivoiser sa respiration dite abdominale, donc qui va aller chercher la totalité de votre capacité pulmonaire en faisant des exercices. L'intérêt, c'est à la fois une bonne oxygénation, ce qui va être important pour la concentration, pour le fonctionnement de votre cerveau, et aussi pour la détente, hein, bien évidemment. Vous pouvez faire aussi des exercices de relaxation pour vous reconnecter avec votre corps. Moi, ce que j'aime bien faire aussi juste avant de monter sur scène, c'est de me frotter, comme ça on fait ça au théâtre. On se frotte vraiment de façon très très énergique l'ensemble du corps. Ça permet de réveiller les sensations corporelles et là aussi de bien mettre en énergie. On peut utiliser aussi la visualisation positive pour s'imaginer en situation après l'événement ou dans un lieu qu'on aime bien. Ça aide à retrouver des sentiments positifs et à arriver avec un petit peu moins de stress et de boule au ventre. Après, si vous êtes rouge tomate, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Si vous avez un trou, un blanc, ça peut arriver. Si vous bafouillez, ça peut arriver aussi. Voilà, on a des petits mots parasites parfois aussi. Tout ça, c'est juste normal. Vous êtes humain, vous êtes humaine. Et en l'occurrence, dites-vous que le public, en général, il est plutôt très bienveillant parce qu'il aimerait pas être à votre place. Il sait à quel point c'est pas facile de prendre la parole. Ce que vous ressentez, les autres le ressentent aussi, en fait. Donc voilà, faites-vous finalement confiance. Et c'est pas grave si vous êtes rouge, ça doit durer peut-être moins de 2 minutes. Ensuite, je vous invite aussi à chauffer votre voix, préparer votre voix. Alors pour la chauffer, c'est très simple. On peut boire, ça aide hein, juste avant à fluidifier, à éviter d'avoir la gorge trop sèche, trop rauque. Et puis aussi, on peut bâiller. On fait des petits exercices pour finalement, en sortant un son à la fin du bâillement, un O, un A, un U, pour un petit peu chauffer ses cordes vocales. On peut travailler sur sa diction également pour éviter ce que mon prof de théâtre appelle le boulage de texte, c'est-à-dire le fait qu'on veuille dire tout très très vite parce qu'on a très très vite envie de fuir, hein, cerveau reptilien. Donc pour éviter ce boulage de texte, faire des petits exercices de diction, répéter avec un stylo entre les dents par exemple, utiliser les petites phrases comme les chaussettes de l'archiduchesse, des choses comme ça qui vont vous obliger à bien détacher toutes les syllabes. Donc je vous ai mis là aussi dans la petite fiche des petits exercices à faire par rapport à ça. N'oubliez pas que votre voix, quand vous êtes sur scène, votre voix c'est un petit peu comme une partition de musique sur laquelle vous pouvez à la fois jouer sur les rythmes, sur le débit, sur le volume de son. Donc voilà, vous avez finalement cette partition et cet ampli à portée de main, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Utilisez aussi votre regard, c'est important de pouvoir voir son public et garder ce lien avec lui. Si on baisse les yeux, on perd le lien. Donc le balayer en faisant un 8 un petit peu dans la salle. Moi, mon truc, pour aussi ne pas trop stresser, je choisis 3-4 visages dès le début que je trouve un peu sympa, un peu souriant, ça m'évite de regarder les autres et du coup j'ai l'impression de parler à 3 personnes et pas à 250 et c'est beaucoup plus efficace. Utilisez aussi votre sourire hein, en écoutant une petite musique, comme on l'a dit juste avant, on a la pêche, on est à fond, ça permet de se mettre cette énergie, d'être dans cette émotion positive et de garder le sourire par la suite. Et puis en termes de posture, l'idée que j'aime bien, c'est l'idée d'être comme un arbre en fait ancré dans le sol, dont finalement vos jambes seraient le tronc et vos pieds seraient comme finalement ancrés avec des racines invisibles dans la scène. L'idée c'est plutôt d'utiliser le haut de votre corps pour bouger et vos bras pour faire des gestes amples et pour accompagner votre discours plutôt que de bouger dans tous les sens comme ça parce que c'est la tendance en fait on peut être très rapidement parasité par son stress et faire des mouvements de ce type-là qui vont perturber l'attention de votre public. Et enfin un élément que j'ai pas évoqué dans la musique entre guillemets de la voix, c'est d'utiliser les silences, ce que vous avez sans doute constaté, je ne fais pas beaucoup et pourtant c'est important. Le silence vous va permettre comment je vais dire à votre public de vous suivre et vous ça va vous permettre de respirer. Je vois qu'on a une petite question, c'est Lisiane. Est-ce que tu veux reprendre Hey. la main? Oui, petite question. Alors du coup, tu as déjà
un petit peu répondu, mais on a une question de Aleki qui nous dit à la recherche d'astuces, pas forcément liées au stress, mais plus à sa nature qui est liée, elle parle très vite et avale ses syllabes. Qu'est-ce Oui. qu'on peut faire pour ralentir la cadence? Oui, alors donc là l'exercice, moi vraiment l'exercice du crayon, je trouve est très 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 bien par rapport à ça parce que alors j'en ai un, voilà. Voilà. C'est ça. Et là, on a l'air très intelligent. On a l'air très intelligent. Là, le mien est un petit peu gros, mais s'entraîner à dire son texte avec un crayon dans la bouche, ça a deux intérêts. D'une part, ça oblige à vraiment faire sonner les consonnes parce qu'elles sont beaucoup plus difficiles comme la langue est bloquée par le crayon. Et du coup, on est aussi obligé de reprendre une respiration plus régulièrement. Donc, ça oblige aussi à respirer. Et effectivement, ça permet d'aider à ralentir le rythme, tout simplement. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je pense. Elle est pas de me dire. Moi aussi, une petite astuce qui est beaucoup plus, enfin, qui est pas vraiment liée à moi-même, mais j'ai tout le temps ma gourde ou une bouteille d'eau en fait avec moi et je prends le temps de boire. Donc, je le fais pas trop en live, je le fais en l'occurrence quand je suis off écran. Mais si vous avez suivi les lives qui sont animés par moi-même, bah, vous voyez que je prends des pauses pour boire. Et du coup, ça me permet aussi de poser. Et aussi, moi, typiquement, moi, j'ai tendance aussi à parler assez vite et à pas toujours réfléchir à ce que je vais dire, à parler comme ça vient, à être assez spontanée. Et du coup, il y a des moments où je perds pied parce que je m'embrouille dans mes explications. Et d'un coup, j'ai un espèce de surmoi qui me dit là, c'est pas du tout compréhensible ce que tu dis. Là, tu t'es perdu toi-même. Et donc, à ce moment-là, en fait, avant, j'avais tendance à essayer à rentrer encore plus dans les explications et à vraiment m'enfoncer là-dedans. Là où maintenant, du coup, quand j'entends ça dans ma tête, je me dis, OK, stop, je le dis, je me suis embrouillée, je reprends, je recommence. Et du coup, ça permet de se poser aussi et de prendre plus son temps. Et c'est plus agréable à la fois pour nous qui parlons et à la fois pour les personnes qui écoutent, en fait. Ouais, absolument. Alors sur les deux points que tu évoques, c'est Lisiane, à la fois le fait de boire, moi vous voyez, j'ai mon verre d'eau avec des petits dessins dessus. À côté de moi, c'est important de s'hydrater juste avant pour chauffer sa voix, et puis même de s'hydrater tout le temps. On est fait à 80% d'eau, donc notre cerveau, il a besoin d'eau aussi pour être dans un fonctionnement optimum. Pour ce que tu évoquais, le fait de parfois s'embrouiller dans ses idées, tu as raison. On a le droit à tout moment de se dire, bah écoutez, alors là, j'ai peut-être pas été très claire, je me reprends. Je veux dire, il y a pas de, encore une fois, les gens ne vous jugeront pas sur ce type de choses qui va les intéresser. C'est bien sûr le fond. Et au-delà de ça, et j'avais envie de terminer là-dessus parce que c'est un coach que j'ai entendu dire ça récemment. Je trouve que c'est très vrai. Il disait finalement, quand on prend la parole en public, c'est moins la compétence technique qu'on juge que la chaleur humaine. Donc voilà, donnez ce que vous avez envie de donner. Si on vous a proposé de prendre la parole, c'est parce que vous avez sans doute un message à faire passer auquel vous croyez. Vous allez en parler avec vos tripes. Et quand on parle avec ses tripes, qu'on kiffe son moment, parce que c'est vraiment ça, ben ça se voit. C'est Voilà. clair. Donc profitez-en. C'est clair. Il faut kiffer et c'est ça qui fait la différence. Hein. Franchement, plus vous prenez de plaisir à le faire, plus ça se voit et du coup les gens sont contents de vous écouter parce que vous partagez quelque chose. Quoi. Dernière petite question avant de vous laisser, il reste une minute. Ingrid qui nous demande, blague à part, est-ce qu'un icebreaker tant que possible peut tout de suite créer du lien et permettre de se sentir en confiance avec son auditoire? Oui, alors un grand oui par rapport à ça. Moi, j'ai commencé par vous raconter une petite histoire, ma petite histoire personnelle de mon DRH. Et voilà, et ça peut être un icebreaker, ça peut être une joke, ça peut être voilà. À partir du moment où vous introduisez encore une fois de l'humour et du storytelling, où c'est authentique, ça va vraiment créer ce lien avec ce public. Les gens vont s'en rappeler. Ah ouais, tu te souviens, elle a dit ça, nanana. Une fois, je suis allée à un atelier où comment je veux dire, l'intervenant, quand on rentrait dans la salle, serrer les mains des personnes. Alors c'était encore une autre forme de contact avec le public. Possible avec Et voilà, là actuellement c'est un petit peu compliqué, hein, on est bien d'accord. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant parce que finalement en aparté à la fin, il m'a dit mais finalement moi je fais ça parce que ça m'aide à rendre ce public humain à le démystifier un petit peu et à avoir un premier contact qui est un contact sympa et chaleureux. Voilà, donc oui un icebreaker, oui l'humour, bien sûr tout ce qui va
va encore une fois permettre de créer cette connexion avec votre public. Que ce soit d'ailleurs un public de 10 personnes ou un public de 200 personnes, enfin, pour moi, quelque part, c'est la même chose. Ouais. Ok. Et merci Gaëlle d'avoir animé ça. Voilà. Et ben merci à toutes. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir, prenez soin de vous.